Katanga, 1961. Le camp des silences. Entre peur, politique et mémoire dans les ombres d'Elisabethville. Chaque matin, le major Harm Forsland et moi recevions des dizaines de requêtes. Des familles cherchaient leurs proches, égarés dans les chaos du camp ou disparus dans des rues d'Elisabethville. Certains avaient été tués, d'autres hospitalisés, d'autres encore arrêtés par la gendarmerie katangaise ou la Jenakat. Les interprètes suédois, Swahili, devenaient le pont entre douleur et espoir. Jean Fland, agent civil de l'ONU, traquait les ombres pour ramener des visages. Le docteur Cruz O'Brien autorisa la publication d'un journal, La Voix des réfugiés. Ce devait être un outil d'information, mais il devint le porte-voix des factions politiques. Les textes swahili différaient des versions françaises. Fin octobre, l'ONU mit fin à cette initiative. Trop de vérités déformées, trop de tensions attisées. En janvier 1961, le Katanga introduisit sa propre monnaie. Les réfugiés, eux, n'avaient que de francs congolais, inutiles au Katanga. L'ONU tenta de créer un bureau de change. Refus catégorique, risque de marché noir. Certains Katangais échangeaient leurs billets en secret, craignant l'effondrement de la sécession. Le 29 septembre, Mahamoud Kyari annonça la politique de réintégration. Mais la peur dominait. Les Baluba du Kasaï voulaient fuir. Ceux du Katanga refusaient de rentrer tant que Tchombe régnait. La peur n'était pas une émotion, c'était une stratégie de survie. Des camions de l'ONU équipés de haut-parleurs sillonnaient le camp de l'UMHK, ce qui va devenir après la GECAMIN. Ils annonçaient un danger imminent. Les réfugiés, déjà fragiles, sombrèrent dans la panique. Ce n'était pas une guerre, c'était une guerre de mots. L'auteur s'interroge. Que se serait-il passé si l'ONU avait forcé les réfugiés à quitter les camps avant les hostilités de décembre? Peut-être que leur maintien fut leur salut. Une décision contestée, mais peut-être la plus sage. Le gouvernement katangais proposa des commissions communales et des cartes d'identité marquées « État du Katanga » sous la protection spéciale du ministre de l'Intérieur. Godefroid Munongo. L'ONU refusa. Ces documents pouvaient devenir des armes contre les réfugiés. Le 2 octobre, un bureau de recrutement fut installé dans le camp suédois. De sociétés d'Elisabethville cherchaient à convaincre les réfugiés de reprendre le travail. Mais le camion repartait vide. La peur, encore elle, bloquait les roues du progrès. Souvenez-vous, au début de notre série, quand nous avons évoqué cet épisode de camp de réfugiés, de camp de fortune improvisé dans le camp militaire suédois et irlandais, nous disions que les Baluba représentaient la force vive du Katanga. C'étaient les cadres, c'étaient les intellectuels qui faisaient tourner l'industrie locale, l'industrie minière. L'ONU essaya, tant soit peu avec les moyens de bord, d'organiser ces camps. Mais vite, le chaos prit le dessus de tout. La saison de pluie n'a pas arrangé les choses. Les habitations de fortune ressemblaient à des petites pirogues sur un grand fleuve. Tout ressemblait, le camp ressemblait à un lac désormais. Les épidémies s'annonçaient, rougeole et autres maladies, des mains sales. L'ONU prit la décision de démanteler le camp pour éviter que les 250 soldats suédois puissent périr avec les 30 000 réfugiés. Le camp fut démantelé, mais après reconstruite de manière un peu sauvage, mais en mieux, disons. La vie reprend,
le Katanga annonceur prépare de lancer sa monnaie. L'ONU s'y oppose. Mais la force ouvrière qui faisait travailler le Katanga était désormais dans un camp. Le Katanga avait besoin de ces Baluba, ces 30 000 Baluba dans les camps des réfugiés. En même temps, ils n'en voulaient pas. La peur. Devaient-ils rentrer? Eux-mêmes, voulaient-ils rentrer, continuer de travailler ou rester dans le camp? La peur, une fois de plus encore la peur, instrumentalisée par les deux camps. Suivez-nous pour le reste du récit.